Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le gouvernement malien en exil et trois membres éminents de ce gouvernement et également donc, de cette classe politique malienne en exil. Donc à ma droite, j'ai monsieur Adama Touré, donc, qui est le Premier ministre de ce gouvernement malien en exil à Genève. Et à ses côtés, donc, il y a Abdoulaye Sow, qui est également un acteur politique clé de cette opposition en exil. Et enfin, à ma gauche, j'ai Ag Ahmedou, qui est le président du Parlement malien en exil. Bonjour, messieurs. Bonjour, Karam, et merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté également cette invitation. Donc, avant de commencer mes questions, donc, je vais vous demander d'abord de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Moi, c'est Adama Touré. Je suis malien de la diaspora. Je ne suis pas un exilé politique comme beaucoup de mes camarades. Moi, je suis de la diaspora dans la mesure où j'habite et vis en Suisse depuis bientôt 17 ans. Très bien. Oui. Voilà. Alors, donc, à vos côtés, nous avons donc M. Abdoulaye Sow. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Abdoulaye Sow. Je suis malien de la région de Caille et je vis en France depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, et je suis citoyen malien qui est engagé pour la cause du Mali. Très bien. Donc, M. Ahmedou, donc vous êtes déjà venu sur ce plateau. Néanmoins, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Alors moi, je m'appelle Ag Ahmedou Mohamed. Je suis journaliste, acteur de la société civile, membre de la transition civile du gouvernement malien à Genève et membre de la plateforme que le Premier ministre Adama Touré ici dirige, qui s'appelle le Panel des démocrates. C'est une plateforme panafricaine qui milite pour la démocratie et l'état des droits en Afrique. Très bien, donc tous les trois, vous êtes maliens. Alors, donc on va commencer d'abord par vos engagements. Et est-ce que, Monsieur Touré, votre engagement politique date de quand? Alors, on va dire de bien loin, puisque depuis le lycée, j'ai une activité civique assez intense. Nous avions milité au lycée déjà dans les associations étudiantes qui promouvaient l'unité africaine. L'une des associations dont j'étais fondateur était d'ailleurs la JUA, ça s'appelait JUA, Jeunesse pour l'unité africaine au lycée. Ensuite, j'ai créé une fédération d'associations africaines qui s'appelle les villages africains. Il y en a déjà 3 en Suisse, dans 3 cantons. Et c'est en plein développement en Suisse, cette nébuleuse, cette fédération d'associations. Et donc l'organe de tutelle de toutes ces associations, ça s'appelle État de l'Union. Donc toujours dans la perspective d'un panafricanisme éthique, à l'inverse du panafricanisme belliqueux qu'on rencontre de plus en plus maintenant sur les réseaux aujourd'hui. Et je suis aussi vice-président d'un parti politique malien, les Dignitaires, qui est créé depuis 2021. Alors, donc, M. Sow, alors vous êtes politicien depuis longtemps? Alors, moi, mon engagement politique, il est très récent. Il est très récent. Et alors, comme tous les jeunes maliens, j'ai commencé mes études d'abord au Mali, et né et grandi là-bas. Ensuite, je suis venu à continuer mes études à Paris en philosophie et en linguistique. Alors, mon engagement politique, il est vraiment récent. Ce n'était pas ma destinée, ce n'était pas du tout mon but. Certes, j'adhère à un parti politique qui s'appelle Yelema, et dont les militaires ont emprisonné le leader Moussa Mara. D'ailleurs, je profite pour demander sa libération immédiate parce qu'il est innocent, il n'a rien fait. Alors,
j'adhère à ce parti politique-là, simplement. Mais le fait que je prenne la parole face caméra, j'ose prendre des risques pour parler, c'est parce qu'ils ont attaqué nos populations civiles sur place et ils continuent de le faire. Donc, je ne peux pas me taire sur ces conditions. Dans cette situation-là, c'est impossible pour moi de me taire quand je sais qu'ils massacrent des populations civiles nomades sur place. Ça, c'est impossible. D'accord. Donc, on va y revenir. Et Monsieur Ahmedou? Alors, donc, je voudrais préciser quand même quelque chose. Moi, je suis journaliste, je suis militant et je n'ai jamais été politicien. Et mon ambition n'est pas d'être politicien. Et je ne cherche pas à gagner quelque chose dans mon engagement. Mon engagement, il est noble, comme Adama, comme So vient de le dire tout de suite. Et j'ai toujours été contre l'injustice, sous toutes ses formes. Et je ne suis pas contre les Bambara, je ne suis pas contre les Soninké, je ne suis pas contre les Peuls, je ne suis pas contre les Touaregs, je ne suis pas contre les Dogons, je ne suis pas contre les Sénoufos, Malinké ou toute communauté morte ou toute communauté qui se trouve au Mali. Mais la réalité est qu'il y a eu des personnes injustement tuées qu'on a fait passer pour des terroristes et c'est la raison pour laquelle je suis engagé et je continue ma résilience parce que j'ai subi, malgré que mon père a servi le Mali pendant 34 ans dans la gendarmerie en 1994, et c'est la génération qui a sécurisé le nord du Mali, et que malheureusement aujourd'hui, on ne trouve plus dans les archives nationales des militaires du Mali à cause de cette gêne pour dire que les Touaregs n'existent pas, à plus forte raison, ils ont apporté quelque chose au Mali. Donc, et c'est de là que mon combat contre l'injustice a commencé, et aussi je suis sidéré par le fait que la démocratie et l'état des droits au Mali, je m'indigne face à la mémoire des Maliens qui ont perdu leur vie en 1991, où il y a un monument à Bamako qui est érigé pour eux. Pour l'instauration de la démocratie. Et de voir une junte qui est une reproduction d'élite malienne, militaire qui a échoué et qui n'a pas pu protéger les Maliens face au terrorisme, faire reculer le Mali jusqu'à 200 ans en arrière en bafouant l'état des droits au Mali. D'accord. Alors, donc, mais je vais vous dire, alors, donc, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, avec, pour renverser Ibrahim Boubacar Keïta, mais c'est tout le Mali qui les a applaudis, M. Touré. Alors, on va dire oui et non. D'abord, en août 2020, le mouvement qui a conduit au coup d'État du 18 août, le M5, je n'en faisais pas partie perso. J'avais posé une seule question aux insurgés, si je peux les appeler ainsi. C'est: quel projet politique vous avez? Ils ont dit non. Après le départ, on va regarder, on a tout dans le placard, on va dire. On va le sortir. Je n'ai pas souhaité faire partie du mouvement, puisque, en principe, il fallait avoir un gouvernement civil, comme disent les Anglais, un gouvernement shadow, lorsque l'on forme un mouvement insurgé. Lequel gouvernement va s'imposer au régime en place, soit cohabiter avec le président en place, soit faire partir le président et imposer le gouvernement civil. Ils n'ont pas fait ceci. Non, si. Au début, il y avait Bandao qui était président de la République. J'arrive justement. Ils n'étaient pas insurgés. Les insurgés n'ont pas eu leur gouvernement. Ils ont renversé le pouvoir. Ils ont réuni les conditions pour que les militaires s'emparent du pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, ce n'est pas digne des hommes politiques. Et ensuite, ils ont commandé le pouvoir à eux. On a vu l'ex-leader des insurgés
je vais dire, Choguel Maïga, qui commandait littéralement le pouvoir aux insurgés. Parlement militaire, gouvernement militaire, etc. On ne devrait pas en arriver là si les insurgés avaient formé leur gouvernement et avaient imposé leur gouvernement de par la légitimité de leur insurrection. Je suis parmi la mouvance démocratique, je pense l'un des rares à penser que le régime Ibeka avait perdu de sa légitimité. Parce que la légitimité, ça s'acquiert par élection, mais ça se perd aussi par l'exercice du pouvoir. Quand on exerce un pouvoir tyrannique ou un pouvoir autoritaire Ibrahim Boubacar ou despotique... Keïta était gravement malade. Son pronostic vital était pourri. J'arrive. Effectivement, ça aussi, c'est une donnée très importante que tous les Maliens ne détenaient pas. Moi, non, je ne savais pas à l'époque. Je soupçonnais, vu son état de santé apparent. Mais les insurgés le savaient. Et ils ont été, c'est un peu, j'ai presque envie de dire, un peu crapuleux, parce qu'ils ont... Ils ont profité de ça. Ils ont profité de ça. Mais sa légitimité était engagée pourquoi, à mon avis? Son élection, en 2018, était contestée. Celle de 2013 ne souffrait d'aucune contestation. Et donc, s'ajoute à ça l'élection des députés en 2020, qui était encore plus contestée. Il en était même arrivé à dissoudre le Parlement. Et donc, de ce fait, sa légitimité était vraiment balayée par l'insurrection qui est arrivée à bout de son régime. Donc, les insurgés devraient arriver avec un programme politique, avec un gouvernement civil qui s'imposait aux militaires. Mais est-ce que, ça ne l'aurait pas pris de court aussi? Parce qu'il y avait un soulèvement populaire et dont les militaires avaient profité pour pouvoir arriver au pouvoir. Monsieur Sow. Alors, monsieur le journaliste, vous avez posé une excellente question, à savoir la majorité des Maliens, comme vous dites, ont applaudi ces militaires-là lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est ce qu'ils ont montré aux Occidentaux. Quand ils ont accédé au pouvoir, ils ont organisé des manifestations, ils ont sorti des pancartes pour dire à la communauté internationale de dégager et pour accueillir les Russes, etc. etc. Est-ce que ces manifestations-là qui ont été organisées à l'époque à Bamako représentent tout le Mali? Pas du tout. C'est-à-dire que c'est des manifestations qui ont été organisées à Bamako. Et le Mali est très vaste. Donc, il n'y a pas eu de statistiques sérieuses, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu d'élection pour demander à la majorité, aux Maliens, si ils acceptent ces militaires-là, etc., etc. Jamais de la vie. Il n'y en a pas eu. Alors, et tout le monde condamne ce coup d'État-là. Mais ils ont nourri leur propagande en organisant des manifestations, en disant à la communauté internationale que nous voulons être souverains, etc., etc. Donc, voilà ce qu'ils ont montré à l'Occident. C'est la raison pour laquelle vous posez cette question-là, parce que c'est ce qu'ils ont montré. Alors, le pire encore, c'est que depuis toutes ces années qu'ils sont là, ils n'ont rien développé, ils n'ont rien fait pour le développement du pays, pour la sécurité. Et ils ont rabaissé le Mali parce qu'ils ont fait de telle sorte que le Mali s'est embrouillé avec tout le monde, avec la communauté internationale, avec leurs voisins, la Mauritanie ou l'Algérie. C'est des pays adorables qui n'ont aucun problème, etc., etc. Donc voilà là où nous en sommes aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Monsieur Ahmedou, donc, c'est la même lecture que vous faites comme vos camarades? Mais bien sûr, moi je l'ai toujours dit et précisé. Et c'est pour cela qu'on me combat, c'est pour cela qu'on me met des gens qui sont payés par la junte, qui sont payés par les services secrets et qu'on fait croire que les services secrets maliens ne sont pas en France, alors qu'ils sont dans... Il y en a un qui est dans une institution onusienne à Paris et qui nous a sévèrement attaqué l'autre jour. Et il y a un autre aussi, pseudo-doctorant,
qui n'a rien d'autre que de faire de la redondance, de s'attaquer au gouvernement malien en exil ou au panel des démocrates, ou bien de nous gêner dans notre argument. Bien sûr, ce régime en place au Mali, c'est un régime qui est issu d'une reproduction des élites de l'armée malienne. Ce sont des enfants des officiers maliens qui ont eu tout le Mali cadeau grâce au népotisme de leurs parents qui les ont mis dans les écoles des officiers. Ils ont été déployés dans les régions maliennes. Ils ont été chassés, ils ont échoué sur le terrain. Et quand vous êtes un enfant d'une élite, vous revenez, vous pensez que c'est vous, vous avez toujours le pouvoir dans votre tête. Vous pensez que c'est à vous le Mali. Et voilà. Alors que quand vous voyez Assimi Goïta aujourd'hui, quand vous voyez les Sadio Camara, certes, ils ne sont pas demandés, mais on a l'impression qu'on est en train de mandéiser le Mali. Le Mali, on a l'impression que d'autres régions qui n'ont rien à voir avec le Mali qui ne date que de 1960 et qui n'a que 65 ans d'existence, alors que nous savons qu'il y a des grands États comme la France, comme les États-Unis, ont fait des centaines d'années pour se retrouver. 65 ans dans la vie d'une nation ne sont absolument rien. Et aujourd'hui, il est clair qu'ils ne font que se tresser des cheveux avec des poux. D'accord. Donc, on va parler. Donc, maintenant, on a parlé de vos engagements et puis pourquoi en est-on arrivé là. Mais donc, maintenant, on va parler du gouvernement que vous avez mis en place. Le gouvernement malien en exil. Et vous êtes donc le Premier ministre de ce gouvernement en exil, ce gouvernement malien en exil à Genève. Et ma première question, mais pourquoi vous avez mis ce gouvernement en exil en place et quelle est sa légitimité? Merci. Le gouvernement en exil a été institué le 18 mai. D'abord, le Parlement, dirigé actuellement par M. Agamedou, ici présent, a été institué le 18 mai par des délégués des partis politiques et d'organisations de la société civile du Mali qui se sont réunis en session parlementaire en ligne. C'était au lendemain du dialogue intermalien qui a conclu à des résolutions dictatoriales pour le pays. Les colonels putschistes devraient être élevés au grade de généraux. Les tyrans devraient s'octroyer 5 ans de pouvoir et renouvelables à souhait. Et les partis politiques devraient être dissous. Et beaucoup d'autres calamités institutionnelles proposées dans ces dialogues, lesquels dialogues étaient instrumentalisés d'ailleurs par les régimes en place qui en a fait un monologue. Et c'était aussi au lendemain d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali, lequel arrêt reconnaissait clairement la déchéance des autorités putschistes à compter de la date du 26 mars. Et la Cour constitutionnelle a dit aux requérants, d'accord, je reconnais les autorités, la déchéance des autorités. En l'occurrence, la transition supposée, elle est finie. Le président autocrate s'était lui-même donné 2 ans plus par décret. Et ces 2 ans étaient arrivés à échéance. Donc la Cour constitutionnelle dit, oui, la transition est finie. Mais il n'y a que le président des institutions qui sont fondés de me saisir, moi, la Cour constitutionnelle. Mais vous, les insurgés, les requérants, en l'occurrence des personnalités publiques du Mali, des avocats, des magistrats qui avaient saisi la Cour, vous n'êtes pas fondés de me saisir, moi, Cour constitutionnelle du Mali. Il faut que le président de l'Assemblée du Mali
un putschiste récidiviste. Des élus nommés par décret. Qui est justement d'ailleurs un parlement dont la totalité des membres sont nommés par décret et révoqués par décret à souhait. Et ce putschiste qui dirige ce président, qui est putschiste depuis, de manière patentée, hein, puisque depuis 2012, il est dans les putsch. Moussa, comment il s'appelle Amadou Aya Sanago. Non, le président de l'Assemblée fantoche, là, Dassimi Goïta, Malik Diaw. Colonel Malik Diaw. Et il n'y a que lui ou le premier ministre girouette de la junte à l'époque, Choguel Maïga, ou le président lui-même, qui devrait saisir la Cour constitutionnelle, ce qui ne sera jamais fait. Et donc, c'est au lendemain de toute cette situation, c'est devant ces vides institutionnels et devant la suspension de la vie politique. Il y a eu un décret illégal du tyran pour suspendre l'ensemble des activités politiques, partis politiques, associations politiques. La vie politique s'est donc déportée et reconstituée à l'étranger. Donc, pour perpétuer cette flamme démocratique, nous avons institué ces parlements le 18 mai, lequel Parlement a élu un gouvernement collégial de 7 ministres le 25 mai. Un gouvernement malien sur lequel il s'acharne, mais qui les a démystifiés. Absolument. Et nous nous fondons d'ailleurs sur l'article 121 de la Constitution du Mali, qui dit ceci, que le peuple malien, je l'interprète, a le droit et même le devoir de désobéir à un gouvernement dictatorial. Et donc, il faut un gouvernement de désobéissance civile, un gouvernement civil qui consacre, qui sanctionne la fin de ce régime dictatorial et qui organise la résistance contre ce régime et donc qui organise la libération du pays de ce régime dictatorial. Voilà le fondement juridique du gouvernement. S'ajoute à ça l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme qui reconnaît à tous les peuples africains le droit de résistance, de résister à la tyrannie, les emprisonnements, les enlèvements, les persécutions politiques. Nous devons y résister et nous devons même sauver la civilisation malienne en donnant vie et corps et âme à la démocratie du Mali à l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons ces gouvernements. On vous accuse aussi de coup d'État civil, parce que vous aussi, vous n'avez pas été élu, votre gouvernement. Le Parlement, je veux dire. Nous sommes des civils, nous sommes... ce n'est pas, je l'ai toujours dit, le gouvernement malien en exil n'est pas une forme coercitive de se substituer à ceux qui sont à Bamako, qui sont d'ailleurs un régime d'imposture. Donc il n'y a pas d'État, il n'y a pas de république, il n'y a que de la république. République même. République. Donc il n'y a pas d'État au Mali, il n'y a que de la république où tout est en train de partir dans tous les sens. Oui, je veux dire les membres nous sommes légitimes au moins de votre Parlement. Nous sommes réunis au moins 100 personnes et ils ne sont même pas à plus de 10 personnes. Ils ne sont que 5 colonies. J'aimerais également ajouter un point, si vous permettez. Et nous sommes 100. Un point important. Oui, mais les 100 ne sont pas élus non plus. Nous avons appliqué une forme de démocratie. Parce que nous reconnaissons la constitution malienne de 1992. Mais aujourd'hui, nous voulons passer à ça. Il faut repenser le système, la forme démocratique malienne avec un nouvel ordre constitutionnel démocratique, réfléchi. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, ça fait la une dans les médias français, dans les colonnes du magazine Le Point, et aussi sur RFI, débat africain de Namori Dosso, qui est un ancien ministre de la Centrafrique, a écrit une tribune qui préconise ce que moi j'ai décortiqué,
ici à Afrique 1 TV, janvier dernier, c'est-à-dire le fédéralisme vestibulaire, comme Adama et moi, nous les portons, coutumier, c'est-à-dire la forme présidentielle, c'est une chimère, c'est du fétichisme. On doit l'abandonner parce que c'est un problème pour l'unité nationale. Et on doit reconnaître que le Mali, c'est un pays hétérogène et il faut décentraliser le pouvoir. Il faut les décentraliser. Bon, alors Monsieur Sow, oui. je vais demander à Monsieur Sow qui n'a pas parlé. Monsieur Sow, donc vous, est-ce que ce gouvernement, je sais que vous rejetez le gouvernement malien en place, mais le gouvernement que le Premier ministre dirige et le Parlement que Ahmedou dirige ne sont pas élus non plus? Alors, nous, ce que nous essayons de faire, en toute légalité, c'est avant tout quelque chose de très symbolique. Parce qu'au Mali, on n'a droit à rien. Rien du tout. On n'a pas le droit à la parole, le droit de manifester. Et eux, ce sont des dictateurs militaires. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avant tout quelque chose de très symbolique. C'est d'avoir un visage civil et... Oui, voilà, quelque chose de très symbolique, légal. Et de toute façon, on a tout à fait le droit de le faire, puisque tous les pays qui sont en crise, quand ils n'ont pas la possibilité d'exercer dans leur propre pays, ils peuvent aller à l'étranger. Je pense qu'en 1945, Charles de Gaulle a montré un exemple, etc., etc. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Quand on est persécuté chez nous, quand on nous impose une dictature militaire, et que voilà, nous, on ne va pas rester les bras croisés à l'étranger en espérant que en attendant que ces militaires vont tomber. Non. Donc nous, on réfléchit, je parle sous le contrôle de Adama Touré, on réfléchit, on échange beaucoup, on s'organise, c'est symbolique. Nous, on n'a pas de salaire pour ça. Monsieur Touré n'est pas payé, Monsieur Hack n'est pas payé, et voilà, on n'est pas payé, mais par l'amour de notre pays, par l'amour de notre nation. D'un idéal. Oui, voilà. Et on fait revivre, en fait, cette liberté, cette démocratie partout sur Terre. Donc, ça, voilà. à vos yeux, donc vous êtes plus légitime que eux. Mais bien sûr. D'ailleurs, j'ajoute 2 points très importants. Le premier point, c'est que, l'a dit le président de l'Assemblée, nous n'exerçons pas un pouvoir effectif, coercitif. Nous ne disposons pas de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Nous ne levons pas l'impôt. Et nous, notre légitimité n'est que la vraie transition, c'est nous. À savoir que nous sommes là, nous sommes un gouvernement qui n'a vocation qu'à ramener la démocratie, qu'à organiser les premières consultations électorales, à rétrocéder la souveraineté au peuple, qui appartient au peuple tout seul. Voilà, et deuxième point, d'ailleurs, pour que vous voyez la différence, nos délégués parlementaires sont désignés par leurs corporations respectives ou par leurs localités respectives. Ce n'est pas le Premier ministre ou le président de l'Assemblée qui prend un décret qui nomme les délégués parlementaires du gouvernement de la transition civile. À l'inverse d'Assimi Goïta, qui a nommé la totalité des 147 députés, pseudo-députés maliens à sa botte et qui les révoque quand il veut. Chez nous, c'est les partis politiques, les organisations de la société civile qui désignent eux-mêmes leurs délégués au sein du Parlement de la transition civile du Mali et lequel Parlement exerce un vrai contrôle parlementaire sur le gouvernement, puisque d'ailleurs ils élisent les députés, la totalité des 7 ministres du gouvernement. Ils contrôlent quotidiennement et surtout notre gouvernement prépare le Mali de demain. Nous parlementons.
nous avons des commissions parlementaires, nous avons des projets, justement le projet du fédéralisme. Nous avons besoin du plus grand nombre de Maliens possible pour justement préparer le Mali de demain. Nous avons besoin des insurgés Touareg du FLA, qui aussi même des insurgés islamistes, pour que nous puissions parlementer et préparer ce que doit être le Mali de demain. C'est pour ça que nous avons le projet du fédéralisme. Nous avons la démocratie vestibulaire, qui est une forme de démocratie parlementaire, que nous allons substituer, si le peuple malien le veut bien, à la démocratie présidentialiste qu'on a au Mali. Nous avons même pensé à l'aspiration des peuples comme les Touaregs, les Soninké, les Peuls, divisés par les frontières étatiques, par la notion de collectivité transfrontalière, qui permet justement à des communautés pan-Touareg, pan-Soninké, de se retrouver au sein d'une collectivité commune de manière transfrontalière et d'avoir des choses en commun. Une académie des langues, une chambre de commerce, parce que c'est un espace économique, un office de tourisme, peut-être un système éducatif commun, puisque c'est une communauté culturelle, économique, donc, ça sera sociale. Tous ces projets... Ça sera le fédéralisme. Donc, vous prenez pour le fédéralisme. C'est grâce au gouvernement en exil que nous travaillons sur ça. Et le gouvernement en exil représente aussi les valeurs et les intérêts du Mali. En tout cas, nous nous efforçons de les représenter sur la scène internationale, puisque le Mali, c'est un pays qui a des valeurs, qui a des intérêts, lesquels les intérêts sont bafouillés par un régime tyrannique, isolationniste, obscurantiste, belliqueux. Les valeurs du Mali, c'est la démocratie. Et terroriste. Bon. Et terroriste. Alors, je vais par moment. M. Sow. Voilà. Voilà, M. Sow, est-ce que vous partagez, parce que vous ne faites pas partie de ce gouvernement? Alors, merci, c'est une très bonne question. Et j'aimerais d'abord revenir sur ce que Adama Touré a dit sur ces militaires-là. En fait, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que Adama Touré a dit. C'est quand même des militaires qui nomment des députés. Ça montre à quel point ce sont des incultes. Ils n'ont jamais, au grand jamais, été à l'école. Ils ne sont pas intelligents, ils ne connaissent rien. Ils sont issus du C'est-à-dire népotisme. qu'ils ne savent pas faire la différence entre ceux qui sont nommés et ceux qui sont élus, etc. Donc, pour vous dire à quel point nous sommes dirigés par des imbéciles. Oui, mais c'est une période d'exception. Non, mais depuis quand on nomme un député? Oui, mais c'est une période d'exception. C'est une honte pour un pays. Écoutez, même Amadou Toumani. C'est une honte pour un pays, en fait. C'est des choses qu'on ne réalise pas. Attendez, je vais pour préciser quelque chose. Pour revenir, ça c'est la remarque, parce que moi j'ai bien compris dans ces explications. C'est honteux, en fait. Bon, malheureusement, personne ne s'occupe de ce qui se passe au Mali, sinon c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Alors, pour revenir au fédéralisme, d'ailleurs, pour vous alerter à quel point ces militaires sont ignorants, il y a quelques années, il y a 2 ans je pense, ou 1 an, quand ils ont officialisé toutes les langues maliennes, en disant que le français n'est plus une langue officielle, ça reste une langue de travail, et ils ont fait du grand n'importe quoi, ils n'ont consulté aucun linguiste malien, aucun. Ils ont signé un document en disant que toutes les langues du Mali, les langues nationales sont officielles maintenant, on se débarrasse du français. Ces langues-là, comment on les écrit, se mettre d'accord pour écrire ces langues-là, la question n'a pas été discutée. Pour les enseigner aussi? Rien. Il n'y a pas d'enseignants qui ont été formés, et les outils pour enseigner. Rien. Donc, chacun écrit, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur quelle orthographe adopter, quel système d'écriture adopter pour écrire. C'est honteux. Bon, moi, je comprends aussi le fédéralisme dont mes camarades parlent ici. Moi, j'ai toujours prôné, depuis très longtemps, d'avoir que les Touaregs du Nord aient
une certaine autonomie. Tout simplement parce que beaucoup de choses nous séparent. Nous séparent tout simplement. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture, etc., etc. Par contre, quand vous descendez dans le sud, c'est à peu près homogène. Vous prenez le soninké, la langue soninké n'a pas une très grande différence avec le bambara, le malinké, le kassonké, etc., etc. Bon, voilà, je parle encore sous le contrôle de M. Touré, et je vais dire que le Sud arrive à avoir une certaine homogénéité qu'on ne peut pas retrouver avec le Nord. D'accord. Voilà. Donc, il faut qu'on avance un peu sur... C'est mon temps de parole. Hein. Vas-y, vas-y. Donc, c'est pour ajouter par rapport à ce qu'ils ont... Est-ce que, à votre question, est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans le monde entier un régime où l'exécutif est dirigé par un militaire, le législatif est dirigé par un militaire, le gouvernement est dirigé par un militaire, les renseignements est dirigé par un militaire, la société civile est dirigée par un militaire. Ils ont phagocyté tous les appareils de l'État pour les avoir, pour ne laisser la place à personne. Ce n'est pas du népotisme, ça. Donc, à quel moment les élections, alors, là-bas? Le Mali dont... de sortir de cette transition pour maintenant, comme la Guinée, parce qu'il y aura des élections présidentielles en Guinée. Ils ne vont pas sortir. Tout le problème, ils ne vont pas sortir de la dictature. Parce que ils pensent que c'est eux qui doivent rester à la tête du Mali. Alors, c'est nous qui allons amener les changements. Parce que nous préconisons un nouvel ordre pour la gouvernement. Est-ce qu'il y a une nouvelle constitution qui est élaborée au Mali? Merci. La nouvelle constitution, justement, au sein du Parlement dirigé par Mohamed, nous avons élaboré un projet de constitution. Et c'est très illustratif de ce qui nous diffère de la junte. Nous avons élaboré un projet de constitution, lequel projet sera d'abord soumis à un Parlement élu. Parce que notre gouvernement ambitionne d'organiser des élections législatives au plus vite. Pas des présidentielles, mais législatives, parce que c'est de ça dont on a besoin pour légitimer un gouvernement civil. Et c'est d'abord un Parlement élu auquel sera soumis l'ensemble des lois et des rapports parlementaires que le Parlement en exil a élaborés. Nous ne nous sentons pas légitimés à rendre coercitifs nos dispositions légales, nos arrêtés parlementaires, nos rapports ou nos lois. Parce que nous ne sommes pas élus par le peuple. Notre gouvernement doit être le plus transitoire possible pour qu'il y ait au plus vite un gouvernement élu. Élu, légitimé par un Parlement élu. Et ensuite, c'est important de dire ceci. Je vais écrire un livre sur l'inceste du droit. L'inceste, le titre d'ailleurs sera l'inceste des lois. Pourquoi? C'est incestueux en droit que un président issu d'un pouvoir exécutif nomme des dignitaires d'un pouvoir législatif. C'est incestueux en droit. Oui, mais lui, il n'est pas élu. Justement, c'est en cela que c'est incestueux. De toute façon, qu'il soit élu ou qu'il ne le soit pas, il relève du pouvoir exécutif. C'est comme, excusez-moi, c'est très odieux, un enfant qui veut enceinter sa mère. Je m'excuse du terme, c'est pire que ça. Le gouvernement est le rejeton du Parlement. Le pouvoir exécutif n'est que l'émanation du pouvoir législatif et jamais l'inverse. La légitimité, pour que vous en compreniez le schéma, c'est que ça vient du peuple. Et comme le peuple ne peut pas l'exercer collectivement, de manière quotidienne, le peuple le délègue au Parlement, qui est l'organe qui incarne la légitimité, l'épicentre du pouvoir. Et c'est ce Parlement
qui légitime le gouvernement, auquel le gouvernement obéit, donc qui élit le gouvernement, et le gouvernement ne doit pas obéir à un président, quoique élu, mais plutôt au Parlement. C'est pour ça que même en France, si le Parlement n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est le Parlement qui prime. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui impose son gouvernement au président élu. Bon, donc l'inceste des lois, ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des parlementaires nommés, qui ne sont pas légitimés à légiférer. Encore moins à faire adopter une constitution pour le pays, laquelle constitution devrait nécessairement passer par des députés élus. Donc, et ensuite, on vient de me par signaler le comme peuple ça, on lui-même. avance. Donc c'est très important. Parce qu'on n'a pas parlé encore de la vie quotidienne des Maliens et puis votre projet politique. Alors, oui, donc, vous voulez ajouter juste un mot sur ça et on passe à la question suivante. Alors moi, je voulais plutôt passer à autre chose. Voilà, c'est-à-dire la vie quotidienne des Maliens. Oui. Des Maliens, la vie quotidienne en ce moment des Maliens, on sait que cette vie quotidienne n'est pas facile. Et donc, il y a des coupures d'électricité, la pénurie. Il y a pire que ça. On a plus d'un demi-million de réfugiés maliens de toutes communautés confondues en Mauritanie, à dominante Touareg et Peul. Et qui vivent dans la misère. Donc, ce sont des exilés économiques. Oui, ce sont des... Non, pas des exilés économiques. Des exilés de la tyrannie, des exilés des bavures, des exilés politiques. Absolument. De la junte, des exilés des massacres qui se font sur des villages qui sont rasés par l'armée de la junte et les mercenaires russes, et aussi les drones turcs. Les drones turcs achetés parce que je viens de révéler un contrat secret qui est publié sur les colonnes du site Monde d'Afrique de Nicolas Beau, entre le chef de service secret de la junte Modibo Koné et le vendeur des drones Baykar de la Turquie. Donc voilà, ce sont des exilés de ces crimes odieux que nous traversons dans ce pays qui nous place dans la pire des situations que nous n'avons jamais connues au Mali. Et c'est une situation qu'aujourd'hui, qui est partagée qui est une tache d'huile, qui est partagée dans tous les pays et qui est en train même de faire souffrir Bamako, parce qu'il y a un blocus qui fait que ce sont des victimes de ces tyrannies, ce sont des victimes de ces massacres, des jeunes désœuvrés parce qu'il n'y a pas d'école depuis 2012. Depuis 2012, le centre est ciblé, le nord est ciblé, aujourd'hui le sud, l'ouest, tout est ciblé. Donc c'est catastrophique. Donc l'économie, certes il y a, mais il y a aussi les victimes de ces massacres. Il faut en parler. Et nous avons aussi des communautés arabes touareg qui sont en train de traverser de la Mauritanie, le nord du Mali, l'Algérie, la Libye, et qui peuvent aussi menacer l'Europe en ce qui concerne l'immigration. Nous avons, parce que la Mauritanie, l'Algérie et la Libye ont des Touaregs aussi, mais c'est un espace Touareg et ces pays sont cléments envers les Touaregs, ils savent et n'ont pas de problème. Pourquoi c'est au Mali qu'il y a un problème avec les Touaregs? Alors que le Mali qui est leur pays d'origine. Voilà. Alors donc, Monsieur Sow, oui. Alors donc la vie quotidienne des Maliens. Alors monsieur le journaliste, vous avez souligné quelque chose de très important, à savoir, étant donné que ce militaire-là qui dirige le Mali n'a pas été élu, c'est la raison pour laquelle il se permet de faire du n'importe quoi. Alors, moi, je dis simplement, j'appelle simplement à la communauté malienne, avant que ce ne soit trop tard, qu'ils arrêtent de soutenir ces militaires dictateurs. Je parle précisément à la communauté soninké qui applaudit, qui a toujours applaudi ces militaires. J'appelle aussi aux Peuls, à certains Peuls qui continuent encore à soutenir ces militaires-là, notamment les Peuls Diogaramé qui sont à Bamako, qui utilisent leur fortune pour ravitailler Bamako, pour ravitailler ces militaires-là en essence et qui ensuite vont tuer leurs propres frères dans la brousse, leurs frères Peuls. Voilà. Alors,
Et donc, c'est dommage, on n'a pas le temps de revenir un peu sur pourquoi on en est arrivé là, mais vous n'êtes pas sans savoir que ces militaires ont assimilé en fait des populations nomades aux terroristes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont levés, ils ont dit que les Touaregs, tous les Touaregs sont des terroristes, tous les peuples sont des terroristes. Ils ont commencé à tuer des populations civiles, des populations innocentes, en fait des gens qui n'ont rien fait. Ils ont commencé à les tuer pendant toutes ces années. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés en fait dans cette situation, tout simplement parce que ces pauvres innocents qui ont perdu des familles, des femmes, des enfants, sont partis rejoindre ces groupes djihadistes pour pouvoir se défendre. C'est tout. Donc, maintenant, on va juste parler de votre projet politique dans l'avenir, parce que là, on est arrivé au terme. Justement, deux mots quand même par rapport à la situation du pays. Mali, ouais. Je comprends les crimes de guerre qui ciblent certaines minorités ethniques dans le pays, en l'occurrence les Touaregs. On n'est pas minoritaire chez soi. Hein. Oui, de toute façon, il n'y a que des minorités ethniques au Mali. Il n'y a aucune... c'est un agrégat de minorités, voilà. En gros, c'est ce que je veux dire. Donc, le Mali, c'est un mosaïque culturel. Et il y a des crimes de guerre qui ciblent quand même certaines communautés. Et ces crimes de guerre font que les insurgés voient les rangs grossir. Vous voyez, puisque l'armée de loin, avec ses drones, bombarde les civils, des forains, des bergers, des nomades, ou des personnes désignées pour les... Donc on les considère comme c'est-à-dire ils ont nourri de la stigmatisation, excuse-moi monsieur Touré, en fait, pendant toutes ces années, ils vont dans des médias, ils en parlent sur les réseaux sociaux, dans leur propagande, ils ont nourri un sentiment de haine contre les peuples, ils ont nourri un sentiment de haine contre les Touaregs, etc. Dans certaines localités, vous seriez là, dans une localité à dominante Bambara, vous êtes Peul par exemple, vous habitez là depuis des années, eh bien, vous êtes commerçant ou berger, vous allez trouver des badauds qui vont vous désigner, qui vont vous dénoncer, entre guillemets, à l'armée. Merci. Pour dire que vous êtes alors, l'exemple, en connivence avec les djihadistes, avec les terroristes. Et sans enquête. L'exemple frappant... Oui, je voulais terminer votre phrase. L'exemple frappant, c'est le village qui s'appelle Mourdia, qui a été mis sous blocus récemment. C'est un village soninké. Ils ont dénoncé tous les peuples qui vivaient dans ce village-là pendant des décennies en disant que ce sont des djihadistes. L'armée est venue, il les a tous égorgés. Donc, c'est la raison pour laquelle ces djihadistes-là, en majorité peuls, ont mis ces villages-là sous blocus. Voilà en fait le point. Alors, parce que les autorités ne font rien pour protéger les populations. Permettez-moi quand même justement de développer mon raisonnement. Oui. Et donc, nous condamnons, nous, au gouvernement en exil, mais sans réserve, le terrorisme. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. De la junte et des terroristes aussi. Oui, parce que le gouvernement autocratique malien a engagé un groupe connu terroriste internationalement, en l'occurrence Wagner, donc une organisation terroriste. Ils ont acheté des drones turcs aussi. Emploie justement l'emploi des drones n'est pas internationalement encadré. Donc l'emploi des drones est, comment dire, c'est inhérent aux crimes de guerre. Ça génère des crimes de guerre. Donc pour toutes ces raisons, les crimes de guerre que ça génère, que ça soit issu du gouvernement, de l'armée malienne sous le commandement criminel d'Assimi Goïta ou des groupes extrémistes, terroristes. Donc vous les mettez dans le même panier? Nous les mettons dans le même panier puisque ces deux groupes-là sont totalitaires, sont autocratiques et ils ne vont jamais rétrocéder au peuple malien sa souveraineté. Ces deux groupes totalitaires qui se disputent le pouvoir au Mali de manière autocratique et qui veulent
absolument anéantir la démocratie et les libertés publiques. D'accord. Maintenant, permettez-moi quand même, c'est très important de dire ceci. L'État, c'est notre bien commun, quelle que soit la communauté dont on est issu. Nous, au gouvernement en exil, nous distinguons l'État du régime autocratique qui en a la commande, malheureusement, aujourd'hui à Bamako. Donc vous reconnaissez l'État, mais pas le régime. Nous reconnaissons l'État et d'ailleurs nous lançons toujours un appel au corps constitué, à l'armée malienne, à l'état-major de l'armée malienne, aux dignités coutumières, au peuple malien à rallier le gouvernement que je dirige, le gouvernement civil du Mali, en exil à Genève. Pourquoi? Parce que l'État, c'est notre bien commun et nous devons préserver l'État. Nous devons être unis devant les groupes extrémistes, terroristes, qui veulent aussi s'emparer de l'État et qui veulent mettre le pays à genoux et qui veulent instrumentaliser les divisions ethniques et qui veulent aussi surfer sur les persécutions politiques, les crimes de guerre générés par Assimi Goïta pour gonfler leur rang. Le terrorisme. Donc, est-ce que, par exemple, si demain, pour votre projet politique, si demain il y a des élections présidentielles, législatives au Mali, est-ce que vous allez prendre part? Bien sûr, nous allons absolument faire des élections législatives, mais nous ne ferons pas de présidentielles. Pourquoi? Non, je ne parle pas de vous. Oui. Et de votre et nous allons prendre part. Voilà, je dis au Mali. C'est nous qui allons le faire, pas eux. Si eux, ils le font, on ne prendra pas part parce qu'ils ne vont faire qu'un hold-up électoral. Ils ne sont pas légitimés. Vous ne leur faites pas confiance. Personne ne leur fait confiance. Jamais. Vous en connaissez qui fait confiance à cette gente pour organiser des consultations électorales? Non, non, je n'en connais pas. Dans la classe politique, il n'y en a pas. Eux-mêmes, ils ne sont pas candidats. En ce moment, Quand bien même ils ne sont pas c'est candidats, fini pour eux. c'est fini. Et c'est fini pour ils n'ont eux. pas de légitimité. Ce n'est qu'une quelque question nature de que ce jours et soit, de semaines. pour organiser des consultations électorales. Sinon, on va tomber dans une crise post-électorale qui sera incommensurable. Maintenant, les souffrances des Maliens, nous en sommes conscients. Parce que le régime pervertit la misère du peuple. Le régime a privé le peuple de l'électricité. Donc ça, c'est un crime social très grave, puisque l'électricité, sans l'électricité, nous tombons dans une crise économique sans précédent, dans une crise sociale sans précédent, et ils ne le font que par... Là où il y a l'électricité, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, par adversité avec le régime en place en Côte d'Ivoire, nous privons le pays d'un approvisionnement énergétique vital. Ils ont amplifié la crise multidimensionnelle. De même, il y a d'autres crises de nature économique, de nature politique, d'autres crimes de nature sécuritaire qui sont commis par le régime de manière récurrente. Donc ce régime n'a absolument pas de légitimité à faire des élections. Mais moi, je vais plutôt... C'est un gouvernement qui est quand même... qui lutte contre la corruption. Non, c'est absolument pas. C'est absolument pas oui, ça. C'est trop... Alors justement, malheureusement, beaucoup ne connaissent pas le Mali. Malheureusement, vraiment. Moi, j'ai dit que Parce c'est une les gens reproduction écoutent, d'élite, ici du népotisme. C'est qu'on leur dit, c'est-à-dire les informations que les Maliens qui sont au pouvoir leur rapportent, ils écoutent ça. Monsieur Touré fait bien de parler des problèmes de l'électricité, et ces problèmes-là existaient avant le blocus sur l'essence, en fait. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont venus, bien avant eux d'ailleurs, les autorités maliennes en général, n'ont fait aucun développement, aucun. À Bamako, pendant toutes ces années, il n'y a pas d'électricité, ou il y en a à moitié. Ils n'ont pas fait pour de un route, pays, les routes, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont corrompus. Ils volent l'argent du pays et ils volent tout. En fait, le problème, le sérieux problème, c'est ce qu'on leur l'argent des drones, ils le volent. Ils sont corrompus. Non seulement ils sont corrompus. Ils volent l'argent du Mali. Ils volent. Ils ne font aucun développement. Ils volent dans les rançons aussi. Aucun développement. Donc, voilà. Et tous les autres problèmes viennent s'ajouter à ça. Et c'est il y a vraiment une dommage. telle opacité par rapport aux dépenses militaires qui absorbent un tiers du budget national. Mais moi, je vais plutôt parler maintenant, vu le peu de temps qui me reste,
du projet politique. Rapidement, du parce gouvernement. qu'on est à la fin là. On a Notre même projet dépassé le politique temps. Ouais. s'articule sur 3 points et vise la paix. Il y a le fédéralisme, oui. Le fédéralisme coutumier, Mhm. qui se distingue du fédéralisme pré-sécessionniste, qui pourrait être un type de fédéralisme qui n'est pas le nôtre. Le fédéralisme coutumier consiste à restituer le Mali dans sa dignité coutumière, dans ses institutions précoloniales, lesquelles institutions ont forgé nos peuples et ont imprégné. C'est des institutions que nos terres, notre vivre ensemble a enfanté depuis des siècles. Et les États coutumiers précoloniaux ont été démantelés par la colonisation française. Et nous pensons que ces États, avec justement l'indépendance retrouvée aujourd'hui, nous devons reconnaître la souveraineté de ces États coutumiers, tout comme on reconnaît la souveraineté du peuple malien aujourd'hui à l'égard du colon qui exerçait sa pleine souveraineté chez nous. Et donc, on aura en ce moment les doubles souverains au Mali, le peuple dans son ensemble et l'ensemble des États coutumiers, lesquels seront représentés au Sénat malien par leurs chefs coutumiers respectifs. Lesquels chefs coutumiers, n'étant pas élus, étant des dignités coutumières des chefs d'État locaux, régionaux. Ils seront les grands... Est-ce qu'il y a actuellement un Sénat au Mali? Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc vous allez rétablir le Sénat, vous allez mettre en place le Sénat. À l'inverse, il n'y a jamais eu, il y a toujours eu l'Assemblée. La constitution d'Assimi Goïta de 2023 prévoit un Sénat, mais un Sénat clientéliste. À l'inverse, nous, on veut un Sénat... Comme son Parlement, comme son gouvernement. Exactement. Où le président nomme une grande partie des sénateurs. Nous, on veut un Sénat coutumier où les chefs coutumiers... Les chefs coutumiers sont élus par la population, par leurs populations respectives, et ils vont siéger dans la chambre du Sénat, et ce sont eux qui sont en quelque sorte les grands électeurs qui vont élire le président honorifique qui est élu pour un mandat de 1 an. Avec une présidence tournante. On revient à vous aussi, le Parlement, votre Parlement. Vos députés, ils ont élu pour combien de temps? Nos députés, ils sont là jusqu'à ce que notre projet soit reconnu. Donc c'est illimité. C'est illimité. Ce n'est pas illimité en soi, puisque ce n'est pas nous qui les désignons. Donc, les corporations qui désignent leurs délégués, c'est eux qui renouvellent leurs délégués. Donc, ils ne seront pas là pour 5 ans, pour 2 ans, pour... Non, mais l'agenda, je vous ai dit tout de suite, ce n'est qu'une question de jours et de semaines. Non, je dis vous. Je parle de votre Parlement. Les parlementaires sont renouvelés. Ils seront renouvelés et ils se régénèrent aussi. D'après la charte, c'est 4 ans d'ailleurs, la charte de la transition civile du Mali en exil. Mais revenons encore sur le projet constitutionnel que nous portons. Les chefs coutumiers, en effet, ne sont pas nécessairement élus dans nos régions, parce que c'est la coutume qui prime. Qui prévoit leur mode de désignation. Mais les chefs coutumiers vont voter au Sénat suivant les consignes de leur parlement local, leurs parlements locaux respectifs. Et c'est parmi ces chefs coutumiers que nous désignerons les chefs de l'État du Mali par exercice tournant parmi les sénateurs tous les ans. Et lequel chef d'État n'aura qu'une fonction honorifique. Non, il n'a pas tous les pouvoirs concentrés dans sa main. Non. En plus, le gouvernement sera désigné tous les 4 ans par les grands électeurs par les Sénats et le Parlement, les députés réunis. Ils désignent l'ensemble des 7 ministres du gouvernement. Et le gouvernement obéira non pas au chef de l'État honorifique, mais au Parlement. Le chef de l'État. Même si vous exercez au pouvoir au Mali, il y aura 7 ministres. Il y aura 7 ministres. Ah ouais? Pas un de plus. Il y aura 4 secrétaires d'État qui ne siègent pas au Conseil des ministres. Et ensuite, c'est très important ce point. C'est une démocratie directe qui appartient directement au peuple. Le peuple lui-même va avoir un instrument inédit au Mali, le droit d'initiative populaire au niveau local comme au niveau national,
pour initier par pétition un référendum sur le sujet de son choix. Les grands sujets de société. Exactement. Vous recueillez, par exemple, 300 000 signatures, vous provoquez un référendum au pays. Et ce référendum sera, la loi votée par référendum est une loi fondamentale. C'est au-dessus d'une loi ordinaire. Et en plus de ça, c'est important aussi d'évoquer ce détail qui est là dans notre système. Tous les présidents d'institutions, président du Parlement, président du Premier ministre, le chef de l'État, c'est des fonctions annuelles. Vous faites 1 an et ça tourne parmi les ministres, ça tourne parmi les députés. Et en plus, nous allons supprimer les préfets, les gouverneurs et laisser aux régions d'avoir leur État à eux. Le plus important, l'élection présidentielle. Et l'élection sera, c'est les régions qui seront organisateurs des élections. Il n'y aura pas d'élection présidentielle, mais les législatives, c'est les régions qui les font. Et le secrétaire général du gouvernement encadre l'organisation des élections et des référendums. Et le secrétaire général du gouvernement est un organe complètement neutre qui ne relève pas du gouvernement non plus. D'accord. Monsieur Sow, vous donnez une petite conclusion. Alors, pour moi, tout ça, c'est encore un projet. C'est un projet. Oui, c'est pourquoi je dis votre projet politique. C'est beau, c'est vraiment beau. Parce que, quand vous avez remarqué, tous les problèmes en fait en Afrique sont issus des élections. En fait, les gens n'arrivent pas à s'entendre, et puis des fois ils font des coups d'État. Après, ceux qui arrivent au pouvoir profitent parce qu'ils savent qu'ils sont là que pour 5 ans ou pour 10 ans et pour voler, partir, etc. Donc tout ça. Moi, pour l'instant, je ne fais pas partie de ce gouvernement en exil, mais tout ça, pour l'instant, c'est un projet, c'est beau si on arrive à dégager ces militaires-là. Et voilà, mais pour l'instant, il y a une urgence absolue, c'est que ces militaires quittent le pouvoir et qu'ils arrêtent de tuer nos populations civiles, c'est tout. Et moi, j'ai un dernier mot par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à mon frère Sow. Oui, pour le moment, il y a une urgence pour dégager les militaires, mais il faut savoir qu'il faut vraiment penser déjà, préparer déjà de quoi sera le Mali de demain. Le Mali de demain, il faut le penser dès maintenant, parce que ce n'est plus possible d'être sous la forme démocratique obsolète que nous avons vécu pendant 3 décennies au Mali. Aujourd'hui, il faut aller vers une autre démocratie. Les Thierry contre nos populations, contre les Peuls, contre les Touaregs, contre les Soninké. C'est ça qui crée le djihadisme. C'est ça qui crée le séparatisme. On ne peut pas tuer, raser des villages, des innocents et espérer qu'il n'y aura pas de terrorisme et qu'il n'y aura pas de séparatisme. C'est de l'utopie. D'accord. Très bien. Donc, échange très intense et intéressant. Donc, mais malheureusement, donc, on arrive au terme de l'émission. De toute façon, vous aurez l'occasion de revenir ici sur ce plateau donc, pour nous parler du Mali. Parce que le problème malien... Et à la conférence tout à l'heure, on va approfondir ces questions tout à l'heure dans une conférence débat organisée dans le 14e arrondissement où les membres du gouvernement seront là avec d'autres experts pour parler de comment réinventer la démocratie en Afrique. Donc, venez à cette conférence tout à l'heure à 14h dans le 14e arrondissement. Ça permet d'approfondir ces réflexions. Et on pourra parler aussi de la prise en compte des cultes des gens, des revendications d'ordre religieuse qui font objet aujourd'hui des terrorismes ou des revendications indépendantistes. Nous allons évoquer toutes ces questions-là. Et nous savons que le droit d'initiative populaire est un levier puissant pour justement que le peuple lui-même tranche ces questions de revendications identitaires, religieuses ou territoriales. Très bien, Monsieur le Premier ministre, belle conclusion. Donc, on arrive au terme de l'émission. Je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau d'Afrique 1 TV dans l'émission Face à l'Afrique pour nous parler du Mali, donc en détail.
Et je remercie donc nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je vous remercie, vous les téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.